Je suis sûr que plusieurs personnes se posent la question comme moi. Oui. On mange juste du poulet. Moi, j'adore le poulet. Donc, on mange juste du poulet, mais on ne sait même pas, on sait même pas à quoi ressemble le. En fait, on connaît juste les œufs, le poulet, en ce qui concerne la Oui. consommation de masse. Oui, oui. Lorsqu'elle est à son pic de ponte et que tout se passe bien, oui, elle peut avoir un œuf par jour. Sinon, c'est Mais pas un œuf par jour. ça ne dure pas toute la vie. Est-ce que c'est un business que tu conseilles à quelqu'un? Si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Bon, ma réponse est simple, c'est non. Surtout pas. Vrai? Oui, surtout ne le faites pas, sérieusement. Signé par les autorités, celui qui choisit une parcelle peut déjà s'engager et on reste faire les papiers. Si on peut anticiper les papiers pour qu'avant qu'ils ne partent, qu'ils signent chez le notaire l'acte de vente, tant mieux. Nous sommes aujourd'hui à CAFCO, Cameroon Feeds and Concentrates, qui veut dire en français Aliments et concentrés du Cameroun, qui est une branche du groupe SOCAV. C'est une usine spécialisée dans la production d'aliments et de concentrés pour animaux d'élevage, porcs, volailles et bovins, également poissons. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, mon nom c'est Douglas Fokam. Bienvenue sur Réalité Afro Business. Je suis aujourd'hui avec Ghislaine Jono, c'est l'un des leaders en ce qui concerne la distribution des poussins d'un jour. C'est un domaine qui me passionne. Je ne me suis pas encore lancé justement parce que ce n'est pas le moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est un domaine où j'aimerais apprendre. Moi, j'aime apprendre et je suppose que c'est le cas pour toi. C'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Je suis venu vers Ghislaine parce que je voulais savoir comment est le marché de la distribution des poussins. Même pas seulement le marché, la production, la distribution chez l'éleveur qui va l'engraisser pour l'amener chez le consommateur. Comment on va suivre l'éleveur derrière. Est-ce que, il y a une simple question même que je me pose, c'est est-ce que les poussins mangent? Est-ce que les poussins ont une alimentation? Ça, je ne peux même pas te répondre. Vous comprenez que je suis vraiment un débutant en ce qui concerne ce sujet-là. Et aussi même les chiffres, l'argent. Est-ce que ça donne l'argent? Un poussin coûte, il va nous donner plus d'informations tout à l'heure, mais un poussin doit coûter dans les 900 ou 1000 francs, je sais, ou 500, je ne sais plus. Et est-ce qu'en vendant une histoire à 500, on peut vraiment se faire de l'argent? Donc, c'est toutes ces questions-là que j'avais en tête, que je me suis toujours posées et que, voilà, mon ami Ghislaine peut répondre parce qu'il est le leader dans ce domaine. Je vais le laisser se présenter et nous dire un peu plus, nous apprendre plus de choses sur ce business. Si ça t'intéresse et que tu veux te lancer, tu as la possibilité de le contacter directement. Je vais faire afficher son numéro, du moins le numéro de l'entreprise, sous l'écran pour que tu puisses le contacter pour avoir plus d'informations, une formation, te faire livrer par des poussins, être accompagné dans la construction de ton bâtiment et qu'est-ce que j'en sais encore. Donc, je vais passer donc la parole maintenant à toi, Ghislaine. Bonjour et merci d'avoir accepté de me donner une formation en ce qui concerne l'élevage des poussins. Une formation, voilà, je veux dire pour les nuls, quoi, en ce qui concerne l'élevage ou alors la distribution des poussins. Bonjour Douglas. Et de rien déjà, c'est important de vulgariser. Ouais. Je pense que nos frères de la diaspora ont besoin d'en apprendre plus sur les business au pays de façon générale. Ouais. Donc c'est toujours une bonne chose lorsqu'on peut transmettre des informations. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te suivent? C'est vrai qu'on a déjà fait quelques vidéos sur cette chaîne, mais tous les jours, on a des abonnés qui s'ajoutent. J'ai la chance d'avoir une bonne communauté qui partage mes vidéos et ça fait en sorte que par jour, j'ai dans les 70-80 abonnés qui s'ajoutent. Donc, disons qu'il y a 80 abonnés qui sont ajoutés hier. Est-ce que tu peux te présenter pour ces 80 personnes? Je m'appelle Jono Ghislain, je suis directeur général du groupe SOCAV qui est spécialisé dans l'alimentation animale, dans l'élevage de porcs également et dans les soins vétérinaires de façon générale. Quand je dis soins vétérinaires, c'est pour les volailles, pour les porcs, pour le bétail aussi. Et nous avons une variété d'activités au Cameroun et nous sommes spécialisés sur certains sujets comme par exemple les poussins d'un jour, aussi la distribution de médicaments vétérinaires et également l'engraissement porcin pour mettre de la viande de porc sur le marché. D'accord, super, superbe comme présentation. Maintenant, tout ce que tu as dit, tu fais tellement de choses que si on me demande de citer là comme ça, il va falloir que je t'appelle pour que tu m'aides. Donc, on va rester sur les poussins. C'est quoi l'élevage? Comment ça se passe d'abord? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer le quotidien de quelqu'un qui deal avec les poussins? En fait, la production de poussins, c'est
c'est très différent de produire du poulet. Parce que l'éleveur, lorsqu'il produit du poulet, il achète des poussins qu'il va engraisser en quelque sorte. Et au bout d'un certain nombre de jours, en fonction de la taille qu'il veut avoir, ça peut être 35 jours, ça peut être 40, 45, il va commercialiser. Mais pour produire des poussins, c'est une chaîne beaucoup plus longue, des cycles beaucoup plus longs. Ça va commencer par des animaux qu'on appelle des reproducteurs. Si je prends l'exemple des poulets de chair, on parle de reproducteurs chair. Ça va être des animaux, des poussins, oui, puisqu'ils arrivent sous forme de poussins, qui ont une génétique particulière. Ce sont des animaux qui sont faits pour la ponte, mais ils pondent pas n'importe quel œuf, mais des œufs qui sont destinés à devenir des poussins qui seront des poulets aussi plus tard. Donc je m'explique. Le reproducteur chair, ça va être des mâles et des femelles qu'on va mettre ensemble, de reproducteurs chair, qui ont une certaine génétique et qui vont s'accoupler pour faire ce qu'on appelle des œufs fécondés. Ces œufs fécondés, pour être plus précis, une poule pond des œufs. Si elle a une alimentation adéquate, une poule pond des œufs, qu'elle soit fécondée ou pas. Donc même si tu as une poule dans une cour d'une maison, même sans mâle, voilà, elle pond. Tout le monde a pu observer ça. Maintenant, dans le cas des reproducteurs chair, on prend des poules qui ont une certaine génétique bien précise, qu'on allie avec des mâles qui ont aussi une génétique précise, et on les accouple pour qu'ils fassent des œufs dans lesquels il y aura un poussin. Donc un œuf qui sera fécondé et qui va permettre à la fin d'obtenir un poussin. Sauf que lorsqu'on obtient l'œuf fécondé, il est encore sous forme d'œuf fraîchement sorti de la mer, donc il faut le couver. Le problème, c'est que dans un élevage qui est professionnel, la mère ne va pas le couver comme la poule qui est à la maison. Pourquoi? Simplement parce que ce ne serait pas efficient. La poule qui est à la maison va pondre un œuf et continuer à le couver pendant 21 jours pour qu'il puisse éclore. Par contre, la poule qui est dans une ferme de reproducteurs chair, on a besoin qu'elle ponde un œuf tous les jours si possible. Donc, elle ne pourra pas tous les jours pondre et passer aussi le temps à couver tous ses œufs. Parce que si elle est à son pic de ponte, par exemple, et qu'en un mois, elle pond, imaginons, 20 œufs ou 25 œufs, ce sera un peu compliqué d'être en train de couver tous ces 20 œufs en même temps. Donc, à un moment, il faut bien qu'il y ait des moyens plus industriels de couver ces œufs pour obtenir le poussin à la fin. C'est pour ça que dans les fermes de reproducteurs chair, on prend tous les œufs, il y a un ramassage qui se fait quotidiennement, et ces œufs sont envoyés, du moins ceux qui sont fécondés, c'est-à-dire c'est le résultat qu'on veut, le féconder. Ceux qui sont fécondés vont aller dans un couvoir. Et le couvoir, en fait, c'est, pour schématiser, c'est comme des poules artificielles. Ouais. Ce sont des sortes de machines dans lesquelles on va reproduire artificiellement les conditions de vie d'un œuf sous sa mère. Par exemple, lorsque la poule a un œuf sous elle, qu'elle couve, elle va faire tourner l'œuf de temps en temps. Bon, ça ne se voit pas peut-être de l'extérieur, mais ceux qui ont déjà observé une poule, même dans une cour d'une maison, verront que la poule de temps en temps fait tourner l'œuf, le retourne, le met dans différents sens. Bref, elle le manipule en quelque sorte. Et dans les couvoirs, il y a des machines qui sont faites spécialement pour ça, qui vont imiter justement tous ces mouvements de la poule, qui vont imiter aussi la température, le niveau d'humidité, toutes ces données-là qu'on retrouve en dessous du plumage de la poule, afin de reproduire et d'obtenir à la fin l'éclosion. Et lorsque les choses sont bien faites, au bout d'environ 21 jours, tout comme dans la nature, on obtient donc une éclosion et le poussin qui sort. Et lorsque le poussin sort de l'œuf, ce poussin-là, c'est le futur poulet qu'on va consommer. Maintenant, ça va être le rôle de l'éleveur de poulet de chair de nourrir ce poussin depuis le premier jour jusqu'au moment de la vente pour obtenir le poulet. Super, c'est fantastique. Je ne sais pas comment tu fais. Tu trouves toujours les termes très basiques pour essayer d'expliquer à un débutant comme moi, de telle sorte que je puisse vraiment comprendre. C'est fantastique, bien joué. Merci beaucoup. Je vais revenir un peu sur la génétique. Tu as dit les poussins. En fait, moi en tant que débutant, vraiment, pour ceux qui regardent la vidéo et qui s'y connaissent un peu,
Je vous prie de m'excuser parce que peut-être on me voit rarement aborder des sujets que je ne maîtrise pas et peut-être qu'ils peuvent être un peu surpris. Donc, je vous prie de m'excuser si vous trouvez que mes questions sont un peu, voilà, un peu très basiques. Euh, Moi, les poulets de chair que je vois là, je n'imaginais jamais imaginer, je ne vois même pas ces types de poulets là. Déjà qu'ils ont du mal à marcher. Quand ils prennent un peu de poids là, ils n'arrivent même plus à se déplacer. Leurs parents, ça ressemble à quoi? Est-ce que leurs parents sont exactement comme ça? Ou alors leurs parents, c'est les pondeuses typiques comme on connaît? Comment Oui. qu'ils d'une... Je ne sais pas, à quoi ressemblent leurs parents, voilà. Non, leurs parents, c'est des poules vraiment très grosses. C'est des poules à la limite un peu effrayantes pour certains spécimens. C'est-à-dire que c'est des poules qui ont une taille très imposante. Est-ce que tu as des images que tu peux m'envoyer Euh, plus tard? Ok, je pourrais te les partager. Voilà, donc Oui. je vais faire décrire ça. Parce que je suis sûr que plusieurs personnes se posent la question comme moi. Oui. On mange juste du poulet, moi j'adore le poulet. Donc on mange juste du poulet, mais on ne sait même pas, on sait même pas à quoi ressemble le... En fait, on connaît juste les œufs, le poulet, en ce qui concerne la Oui. consommation de masse. Ouais. Oui, non, non, c'est une bonne question parce que elles sont vraiment différentes des poulets qu'on connaît. Parce que c'est des poules qui, en fait, génétiquement, elles prennent du poids. Elles sont, en fait, on va dire, elles sont génétiquement sélectionnées pour consommer beaucoup, qu'elles consomment beaucoup d'aliments et elles obtiennent aussi un poids qui est très élevé. Elles sont vraiment imposantes. Par rapport à d'autres poules, elles peuvent être à la limite effrayantes. C'est-à-dire que si tu prends des poulets de chair typiques et que tu les mets dans un bâtiment avec des repros chairs adultes, les reproducteurs chairs vont les mater complètement parce Je qu'il comprends. y a un grand écart, effectivement. Ok, ok. Mais elles travaillent beaucoup aussi parce qu'elles Bien sont chargées sûr. de produire beaucoup Bien d'œufs, sûr. beaucoup de poussins. Concernant les fréquences de ponte, c'est une fois par jour comme les poulets locaux. Oui, oui. Lorsqu'elle est à son pic de ponte et que tout se passe bien, oui, elle peut avoir un œuf par jour. Sinon, c'est Mais pas un œuf par jour. ça ne dure pas toute la vie. En fait, c'est un cycle, c'est un peu comme chez l'humain. C'est-à-dire qu'il y a une période de sa vie, on peut dire sa jeunesse, pendant laquelle elle pond plus. Une fois qu'elle a traversé l'étape qu'on peut qualifier un peu d'enfance, hein, si je veux faire un Et ça dure parallèle, combien de temps? ça dure environ 6 mois. Vous exploitez une poule à partir du moment où elle commence à pondre. Oui. Vous l'exploitez combien de temps jusqu'à la fin de pondre? Ou, en fait, jusqu'au moment où vous jugez fin de pondre pour elle? Ça peut varier, disons, ça peut aller de 4 à 7 mois environ. Et Ça c'est le varie. cas pour tous les éleveurs ou bien parce que vous êtes performant, vous avez une bonne alimentation, une bonne ferme et tout ce qui va avec? Ou bien c'est le cas Oui. pour tous les éleveurs? Non, effectivement, on arrive à prolonger les cycles parce qu'on est performant, parce qu'on a l'alimentation de qualité aussi. Mais pour quelqu'un qui produit des poussins et qui, par exemple, ne nourrit pas assez bien les reproducteurs chers, assez vite, il va atteindre des limites. Par exemple, la ponte va baisser plus rapidement et à un niveau, il verra que la ponte n'est plus suffisante, c'est-à-dire la fréquence à laquelle les poules pondent n'est plus suffisante pour vraiment rentabiliser l'aliment qu'elles consomment et il devra arrêter de façon prématurée. Mais si on arrive à prolonger aussi par rapport à peut-être un éleveur voilà, qui fait les choses de façon plus rudimentaire, c'est justement avec les bonnes techniques et surtout la bonne alimentation. Ok, super, 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 super. Euh, Revenons sur les races maintenant. Vous faites juste les poulets de chair. Pourquoi pas les poulets locaux comme on connaît? Pourquoi uniquement les poulets de chair? Parce que les poulets de chair, c'est déjà la race, c'est une race importée, non? C'est pas une race qui est locale. Tout à fait, oui. Ouais. Ok, mais en ce qui concerne le goût, si j'ai bonne mémoire, les deux goûts sont différents. Je veux dire poulet de chair et la race locale. Pourquoi est-ce que, déjà même au Cameroun et en général ou alors en Afrique, on se concentre, tout le monde couvert l'élevage des poulets de chair? J'évoquerai surtout l'aspect technique. Parce que lorsqu'on choisit une race à élever, c'est un peu comme pour les porcs. On ne choisit pas la race seulement en fonction d'où elle vient, mais on choisit surtout en fonction des performances. Est-ce que c'est une race qui va permettre d'atteindre un certain poids, une certaine vitesse et dans certaines conditions aussi? Bref, est-ce que c'est une race qui va me permettre de faire un élevage qui sera rentable, qui sera le plus rentable possible? Et ce qu'on constate souvent avec les races locales, c'est qu'elles ont certains avantages. Certains y trouvent un certain goût,
qu'ils ne retrouvent pas chez d'autres races. Certains préfèrent le goût des races locales. Certains préfèrent aussi leur robustesse. Mais en contrepartie, il n'y a pas toujours la même vitesse de croissance qu'on retrouve avec les races qui ont une génétique plus avancée, notamment les races importées que tu as mentionnées. Donc, il y a cet équilibre-là à trouver. Et lorsque l'éleveur fait son calcul, beaucoup se rendent compte que finalement, c'est mieux, par un souci de rentabilité, c'est parfois mieux de prendre la race importée pour pouvoir faire un élevage plus industriel. Donc, on est tous patriotes, tu sais. On est tous patriotes jusqu'à ce qu'on parle d'argent. Ça ne doit pas toucher les nerfs de la guerre, c'est ça? J'ai envie de dire, c'est pas non plus, c'est pas figé. C'est pas figé parce que ces races-là qu'on importe, il a bien fallu commencer quelque part. Ça n'a pas toujours existé. Donc, nous aussi, on peut se baser sur nos races locales et faire un jour des améliorations avec des labos de génétique en Afrique, au point d'arriver à des races plus avancées génétiquement et qui seront made in Cameroun ou made in un autre pays d'Afrique, par exemple. Donc, ce n'est pas des choses figées, c'est des choses qui avancent, des choses qui peuvent évoluer. D'accord, ça marche. Ok, c'est bien. Maintenant, on parle d'argent. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Pour parler d'argent, je vais poser ma question en 2 volets. Le premier volet, c'est quoi les statistiques en termes de suivi? Quand je dis suivi, c'est si tu mets des œufs dans la couveuse, combien vont éclore, combien vont rester? Donc, en termes de statistiques, c'est quoi le ratio? Ce ratio-là, tu veux dire dans le couvoir, Ouais. pour la production de poussins? Ouais. Malheureusement, c'est un chiffre que je ne peux pas donner. Parce que déjà, c'est variable, mais aussi c'est un secret industriel. Parce que là, ça touche déjà des aspects assez, quand on va poussés. quand on va dans les secrets industriels, ça veut dire que je pose de bonnes questions. Oui, tu poses de bonnes questions, ça c'est vrai. Ok, mais bon, donnons un truc basique, un chiffre. Oui. Ou alors, on va dire, si tu ne veux pas donner de chiffres, peut-être c'est parce que, je sais pas, les résultats sont, voilà, vous ne voulez pas, peut-être pour la concurrence, qu'on sache quels sont vos résultats, quoi. Par exemple aussi. Mais pour les poussins, je peux en parler. Ouais. Parce que j'ai l'expérience de mes clients. Lorsqu'ils achètent des poussins, par exemple, et qu'ils élèvent, que ce soit, enfin, parce que je sais que tu es suivi pas seulement au Cameroun, donc même à l'étranger, je pense que quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, les chiffres peuvent lui servir aussi. Puisque là-bas, on retrouve aussi les mêmes races qui sont importées au Cameroun. Pour un poussin en élevage de poulet de chair, quand les choses sont vraiment bien faites et que les conditions sont bonnes, on peut avoir des taux de mortalité assez bas sur un cycle. On peut avoir même du 2% sur le cycle, si vraiment tout est au rendez-vous. Je précise bien, parce que je vais dire ça, certains vont dire « Ah, moi j'ai eu 10%, moi j'ai eu 5%, voilà ». Mais il y a beaucoup de choses qui influencent. Même avec un poussin de bonne qualité, il peut y avoir de l'eau qui n'est pas tout à fait propre, ou des excès ou des déficits dans l'alimentation, ou encore des conditions environnementales, parce que le poussin est très sensible à la température, et pendant les premiers jours de vie, il doit être chauffé d'ailleurs, parce que sa température optimale au début de sa vie, pendant les premiers jours, est au-dessus de 30 degrés. Donc si on est dans une région par exemple où il fait 20 degrés ou 25 degrés, ça devient un problème pour le poussin à un certain âge. Donc, autant de choses qui entrent en compte et qui peuvent faire beaucoup augmenter le taux de mortalité. Mais sinon, lorsque les choses sont vraiment bien faites, on peut arriver à des taux comme 2% qui sont assez bas. D'accord. Ah, du coup, ça veut dire que dans le littoral, par exemple, où il fait extrêmement chaud, ou alors au nord, ces activités sont propices, c'est ça? En fait, elles sont propices juste au début. Parce que après, les températures changent. C'est un peu comme pour le porc. Les porcelets, tu les chauffes. Mais lorsque tu fais de l'engraissement porcin, donc quand ils sont à un stade après, il faut même les laver pour refroidir. Exactement, ils ont plutôt besoin de fraîcheur. C'est pareil pour le poulet. Le poulet, dès qu'on dépasse une température de 26 degrés, le poulet entre dans la zone de stress thermique. Et à Douala, par exemple, on dépasse 26 degrés presque tous les jours. On dépasse 35 degrés. Voilà, 35, il y a même des jours où on arrive à 40. Donc, c'est pour dire que le poulet souffre. Il fait chaud à Douala. Le poulet souffre énormément. Et forcément, il faut essayer de créer les bonnes conditions pour lui. C'est des choses comme ça qui peuvent faire augmenter le temps de cycle, parce que la vitesse de croissance va aussi un peu ralentir. Donc, il faut trouver des méthodes
et suivre surtout les conseils. Parce que nous, on a aussi des méthodes, on a des astuces pour limiter le dégât du stress thermique. Et lorsque un éleveur les suit vraiment, il peut au moins limiter les dégâts et avoir de bons résultats. Ok, ok, c'est bien, c'est bien. On reste sur l'argent. Je ne vais pas désister. J'insiste. Un poussin, il coûte combien? Un poussin, ça dépend vraiment de la période et de la demande, en fonction des périodes de l'année. Il y a des périodes où tu vas trouver le poussin à 400 francs, d'autres périodes pendant lesquelles ça va monter à 500, 550, parfois même plus que ça. Donc c'est très variable selon les périodes de l'année. Est-ce que c'est un business que tu conseilles à quelqu'un? Si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi? Bon, ma réponse est simple, c'est non. Surtout pas. Vrai? Oui, surtout ne le faites pas, sérieusement. Parce que tu es déjà dedans ou bien vraiment? Non, alors c'est ce que les clients croient toujours quand je leur dis ça. Ça, c'est ce qu'on me répond toujours. Ah, tu veux pas la concurrence, c'est pour ça que tu nous décourages. Mais en fait, franchement, pour quelqu'un qui veut se lancer au Cameroun dans un élevage, l'élevage de reproducteurs chers, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour produire les poussins. Il faut avoir des reproducteurs chers et il faut avoir un couvoir aussi. Franchement, c'est un business qu'il ne faut pas lancer. Parce que techniquement, c'est extrêmement exigeant. Je pense que les gens ne se rendent pas compte d'à quel point c'est exigeant techniquement. Le reproducteur cher, c'est un animal qui peut te montrer en fait des répercussions négatives pour un changement qui te paraissait anodin dans ses habitudes ou dans son éclairage ou dans son programme lumineux, ce qu'on appelle le programme lumineux, la façon dont tu éclaires et la durée à laquelle tu éclaires. Je vais te donner un exemple simple. L'intensité de l'ampoule peut changer ton résultat dans ton bâtiment. C'est-à-dire que tu as une ampoule qui brille moyennement. Le résultat peut être très différent de celui qui a mis l'ampoule qui brille fort. Et l'intensité à laquelle l'ampoule doit briller va varier selon l'âge, le stade de développement de l'animal, son état de santé parfois. Donc là, j'ai pris l'exemple du programme lumineux qui n'est qu'un seul parmi une multitude pour te dire à quel point la chose est complexe. Donc, franchement, c'est vraiment l'un des derniers business en élevage que je recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer. Wow, attends, je m'arrange encore parce que là, tu m'as fait chuter. Là, comme moi, je suis sûr que les gens qui nous regardent, ils étaient déjà en train de faire les calculs. Si je vends 1000 poussins par mois avec 500 francs, ça veut dire que ça me fait 500 000 par mois. Donc, ça veut dire qu'on est en train de parler déjà d'un business qui chiffre les minimum 500 000 francs par mois. Mais c'est bien d'être honnête. Mais pourquoi tu es toujours dans le business si c'est si tracassant? Est-ce que c'est parce que tu as déjà l'expérience qu'il faut pour tenir ou alors il y a d'autres raisons? Je dirais que notre entreprise a acquis une expérience là-dedans déjà, depuis un bon nombre d'années qu'on le fait. Et c'est cette expérience qui nous aide aujourd'hui à continuer l'activité. Aussi, c'est une activité où il faut être patient, parce que je précise ça aussi. Parce qu'avant de commencer à pondre, la poule reproductrice chère va prendre environ 6 mois. 6 mois, c'est vraiment beaucoup. C'est 26 semaines environ. Oui, c'est à peu près 6 mois. Et il faut cette patience-là d'investir sans avoir de retour jusqu'au moment où elle commence à pondre. Bon, en élevage de pondeuses, c'est un peu similaire, c'est vrai. Mais en élevage de chair, c'est, comme je disais, beaucoup plus exigeant techniquement par rapport à un élevage de poulet de chair ou de poules pondeuses. Quand je dis poules pondeuses, je parle de celles qui font les œufs de table qu'on consomme. Donc, nous, on a cette expérience-là qui nous permet de continuer. Mais franchement, démarrer ce business-là pour un jeune, peut-être parmi les jeunes qui nous regardent, qui veulent lancer quelque chose, je dirais qu'il faut s'orienter vers des business qui vont apporter du cash flow plus rapidement, comme par exemple de l'élevage de poulet de chair ou de l'élevage de porc, et quelque chose qui va être aussi un peu moins exigeant. C'est pas pour dire que les autres ne sont pas exigeants. Tu en sais quelque chose, tu fais de la reproduction porcine, tu sais qu'il y a tellement de subtilités par-ci par-là, mais au moins dans ce business-là, il y a certains avantages qui leur permettent de compenser un peu les difficultés. D'accord. Ok, c'est bien à savoir. Est-ce qu'on peut
pour ceux qui te regardent, est-ce qu'ils ont la possibilité, est-ce qu'ils ont une chance de visiter ta ferme, de voir que ce soit les reproducteurs, que ce soit les poussins? Parce que moi, si j'ai un rêve qui est de faire de l'élevage de poulets de chair ou bien de poussins ou bien je ne sais pas, dès lors que j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une ferme, ça va me permettre ça va permettre à mon esprit de répondre réellement à la question, à savoir, est-ce que c'est fait pour moi? Tu vois, donc je pense que c'est quelque chose qui est très utile, mais par contre, il faut qu'on te demande, est-ce qu'il y a la possibilité, est-ce qu'il y a une chance qu'on puisse visiter ta ferme? Bon, la réponse, c'est malheureusement non. Parce que, avec ce que je te disais tout de suite sur le niveau d'exigence technique, ce niveau d'exigence technique s'accompagne aussi d'un niveau de biosécurité très élevé. Parce qu'un reproducteur chair, c'est un animal déjà qui a beaucoup de valeur, parce que c'est un animal qu'on nourrit quand même longtemps et qui est censé produire beaucoup d'œufs qui seront des poussins. Donc ce ne sont même pas des œufs de table, ce sont des poussins qui seront... Bon, évidemment, un poussin vaut beaucoup plus cher qu'un œuf de table. Donc c'est un animal qui en lui-même a beaucoup de valeur et qui doit être vraiment préservé et qui est sensible aussi, malheureusement. Il a une forte sensibilité aussi aux maladies et un cheptel peut être vraiment très affecté en cas de contamination. C'est pourquoi les visites sont strictement interdites et vraiment extrêmement limitées. C'est juste la ferme c'est juste ce côté-là des poussins, de la production des poussins, ou bien toute la ferme, que ce soit les porcs, ou alors vous faites aussi des poissons. Je veux dire, vous avez commencé aussi des poissons. Est-ce que tout ça c'est non, ou alors c'est juste pour les plus fragiles que vous interdisez? Je dirais que c'est variable. Si tu parles de porc, je te dirais que le porc c'est sensible aussi. Mais maintenant, pour les visites, je dirais ça dépend. Ça va dépendre du motif de la visite, de la personne qui vient et de ses antécédents aussi. Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses et ce sera conditionné toujours. Maintenant, en poisson aussi, là, je vais te dire ça dépend, c'est possible à certaines conditions. Mais par contre, chez les reproducteurs chers, je vais te dire c'est tellement limité que c'est presque impossible. D'accord. Ok, je comprends. Quelqu'un qui nous regarde, qui sera au forum, qu'on organise le 7 décembre, il veut vraiment, du moins, il veut se lancer, il est sérieux. Tu vois, ce n'est pas un blagueur. Et il a besoin de voir ta ferme, des porcs par exemple, pour pouvoir apprendre quelque chose et se lancer. Il n'a pas d'antécédent, il n'a pas été à ma ferme ou à une autre ferme. Est-ce qu'il a la possibilité? En fait, ce que je veux savoir, c'est quoi ses antécédents? Ça dépend de quoi. Qu'est-ce qu'on doit avoir fait ou ne pas avoir fait pour entrer dans ta ferme? Oui, ça va être ça la question. Est-ce qu'il a déjà eu à visiter des fermes par le passé, des fermes porcines? Qu'est-ce qu'il a fait pendant je sais pas, les 2 derniers mois, par exemple? Bon, ça varie vraiment selon le profil de chacun. Aussi, quelles sont ses habitudes? Est-ce qu'il va dans des lieux où on vend du porc, par exemple? Est-ce qu'il est boucher? Pour donner juste un exemple, est-ce qu'il va fréquemment dans les boucheries? Ce genre de choses. Donc, il y a toutes ces questions-là. Et quel est le but de sa visite? Quels sont les espaces qu'il va visiter dans la ferme? Bref, on tient compte de tous ces critères-là pour savoir si quelqu'un peut entrer. Et on est vraiment très rigoureux là-dessus. D'accord. Donc, pas impossible, mais c'est vraiment soumis à beaucoup de conditions. De toutes les façons, vous pouvez le contacter. Comme je dis, j'ai mis son numéro. J'ai fait afficher encore son numéro de téléphone. Contactez-le et puis il va vous dire oui ou non en face. Moi, j'ai déjà reçu mon nom. J'ai déjà reçu mon nom, donc contactez-le. Après, bon, tu sais que je blague. Mais bon, vous pouvez toujours le contacter. Si vous avez plus de questions, s'il y a des questions qui ne me sont pas venues à l'esprit, vous pouvez toujours l'appeler et puis il va tout vous expliquer. Donc, une dernière question me venait encore, c'était le transport. Comment on connaît l'état de nos routes, on sait que les routes qui mènent généralement vers les fermes ne sont pas les plus bonnes. Comment on gère ça? Est-ce qu'il y a des transports spécifiques pour les poussins ou alors les poussins tiennent bien le transport, les sécouements? Comment vous gérez ce genre de choses? Oui, pour le transport, il y a certains types de véhicules adaptés, des véhicules bien aérés où l'air circule. On s'assure que l'air circule bien, on fait même des tests pour ça, pour voir vraiment le niveau de circulation d'air dans le véhicule. Parce que l'air doit se renouveler pour que le poussin puisse
bien respirer pendant le voyage et surtout ne pas avoir excessivement chaud. Et aussi, les heures de voyage sont adaptées. Par exemple, pour les éleveurs qui consomment nos poussins, ils savent que la vente se fait toujours très tôt le matin. Il y a des éleveurs qui prennent leurs poussins à 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et on leur recommande d'ailleurs de venir bien avant le lever du soleil parce que c'est l'heure à laquelle, dans nos régions chaudes, on a une température qui peut encore être adéquate au transport de poussins. Donc, les heures de voyage aussi sont adaptées pour pouvoir partir dans la nuit ou du moins à une heure à laquelle la température a déjà baissé, arriver aussi pendant la nuit et pouvoir servir les clients quand la température est encore bonne pour que le client à son tour puisse porter et arriver dans sa ferme avant le lever du soleil quand la température est encore relativement fraîche. D'accord. Ah, tu parles de porter, tu parles de prendre, mettre, porter, mettre à la ferme. On semble oublier un peu les réalités du pays. Est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce que c'est déjà arrivé que lors d'un transport des poussins d'un point A à un point B, la voiture tombe en panne, en pleine route par exemple, et je ne sais pas, ça va durer plus de 24 heures, que deviennent les poussins? Dans ce cas, je veux dire, si tu n'as pas d'anecdote, est-ce que tu peux nous dire, dans ce cas, que deviennent les poussins? Oui, c'est déjà arrivé. Bon, c'est impossible de rouler pendant des années sans avoir une panne, hein. C'est juste pas possible. C'est déjà arrivé, mais quand ça arrive, on s'adapte. Ce sont les réalités du terrain et on trouve des alternatives rapidement pour faire parvenir les poussins aux clients. Et on prend aussi les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de dégâts, que le client ne soit pas affecté négativement. Et voilà, on le fait. On sait comment gérer ces situations avec l'expérience aussi. Donc, si je comprends bien, c'est toujours vous qui gérez le transport. Oui, c'est nous-mêmes qui gérons le Et transport. si le client veut gérer son propre transport, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un client soit têtu, qu'il dise, moi je veux à tout prix, voilà, pour réduire les coûts? Venir prendre le produit au couvoir? Ouais. Non, ça, ce n'est pas autorisé. Mais s'il achète et qu'il veut transport, ok. Oui. Vous facturez le transport? Non. Ah, ok. Non, justement, en fait, on achemine les poussins jusqu'à nos points de vente. Et les clients viennent prendre des poussins dans les points de vente à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé. Oui. Et maintenant, ils sont libres d'acheminer dans leur ferme. Justement, avec c'était leur ça ma moyen de question. transport. Ma question, c'est de savoir, à ces points de vente, est-ce que c'est déjà arrivé? Parce qu'on voit beaucoup de voitures là, en route, on passe, je veux dire surtout quand je quitte Douala pour aller à la ferme, je peux faire 4 jours, je vois la même voiture, les doubles clignotants fonctionnent toujours. Après, ça au moins chez eux, ça fonctionne toujours. Les doubles clignotants fonctionnent toujours, c'est là depuis 4 jours. Oui, oui. Et c'est ça justement que je voulais savoir. Un client qui peut-être s'entête et veut se faire livrer, veut transporter lui-même, il vient chercher dans votre point de vente, ici à Douala par exemple, pour amener dans sa structure. Est-ce qu'il y a des dangers, par exemple, si sa voiture tombe en panne, que faire par exemple? Ok, je vois. Déjà, je dirais que si le client prend, puisque c'est ça le mode de fonctionnement classique chez nous, le client vient prendre au point de vente. Lorsqu'il ramène dans sa ferme, s'il a une panne sur le chemin, le mieux à faire, ça va d'abord être de sortir les poussins du véhicule. Si c'est un véhicule surtout qui est un peu restreint en termes d'espace, il faut sortir les poussins, il faut les disposer de façon assez aérée sur la route. On peut faire peut-être des rangées sur un espace assez large. Si à côté de lui, il peut y avoir un espace, un trottoir ou bien un espace en bordure de route, ou même s'il doit entrer un peu dans le quartier, mais un espace qui est un peu dégagé, où il peut disposer les poussins de façon à ce que la ventilation puisse se faire normalement, que les poussins puissent bien respirer. Ça, déjà, c'est très important. Parce que lorsqu'il roule avec la voiture, parfois, il y a une ventilation qui vient du fait qu'on roule et l'air circule bien. Mais une fois qu'il est à l'arrêt, il faut qu'il écarte, qu'il mette de l'espace pour avoir assez de respiration. Maintenant, ça va être de trouver un autre véhicule. Ça peut être des alternatives. Quelqu'un peut aller avec une voiture, la voiture le lâche et finit le voyage en tricycle, qu'il aura peut-être trouvé, loué quelque part rapidement pour aller jusqu'à la ferme. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais en tout cas, le premier réflexe, ça doit être de penser à la santé et à la ventilation des poussins. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui est le plus susceptible de les affecter. D'accord. Et surtout, ça ne doit pas traîner, parce que l'alternative doit être trouvée assez vite. Si le poussin reste là et que le soleil se lève, déjà, ça commence à devenir vraiment compliqué. Ouais, et on commence chaud. oui. Ok. On apprend, hein, en fait, moi, j'apprends beaucoup de choses.
Je ne sais pas pour les gens qui nous regardent, mais moi, je suis en train d'apprendre vraiment beaucoup de choses. La toute dernière question pour sortir. C'est quoi ton plus gros challenge dans ce business? Si tu peux, tu me cites 2 exemples. Si tu peux, tu me cites un seul. Mais je veux savoir, pour toi, au quotidien, c'est quoi ton plus gros challenge? Je dirais la variabilité du coût des matières premières, notamment leur hausse à certaines périodes. C'est quoi ces matières premières, par exemple? Oh, c'est les matières premières que les éleveurs consomment. Donc, Le maïs. le maïs, le tourteau d'arachide, le tourteau de soja, voilà. Les matières premières que tu connais et que les éleveurs de poulets de chair consomment aussi. Et en fait, ces matières premières, à certaines périodes, deviennent très chères, vraiment chères. Et forcément, ça va impacter le coût de revient d'un poussin, puisque le parent du poussin doit consommer ces matières premières tous les jours. Et voilà, c'est fait beaucoup d'investissements qu'il faut faire. Comme je te disais, il faut être patient, il faut nourrir pendant une longue période. Et lorsque tu passes cette longue période à nourrir avec des matières premières qui ont un prix élevé, qui est parce que le prix a peut-être explosé à une certaine période de l'année, ça fait des coûts vraiment élevés. Donc je dirais que le plus gros challenge, et ça ne va pas être seulement pour moi, je pense que s'il y a des éleveurs de poulets de chair qui nous regardent, ils vont sûrement se retrouver là-dedans. L'un des plus gros, si ce n'est même peut-être le plus gros, ce sera ça, la hausse des coûts des matières premières et leur variabilité. Et ça augmente souvent quand? Est-ce qu'en septembre, octobre, novembre, ça baisse? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens se lancent en élevage de poulets. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils veulent le revendre en décembre, je ne sais pas. Mais beaucoup de gens se lancent en élevage de poulets dès le mois de novembre. Oui. Tout le monde a aménagé un coin dans sa maison, on vient chez toi prendre des poussins, on aménage un truc. Est-ce que c'est parce que les matières premières sont à moindre coût à ce moment, ou alors c'est parce que le mois de décembre arrive où on sait tous que le prix du poulet explose? C'est une bonne remarque. Oui, effectivement, c'est multifactoriel. En fait, les prix ont tendance à augmenter au fur et à mesure qu'on se rapproche des périodes de récolte. Parce que généralement, le maïs se récolte autour de juillet, août, septembre, par là, cette période. Donc, à cette période-là, on aura ce qu'on appelle le nouveau maïs, donc la nouvelle récolte qui va arriver sur le marché et qui va faire baisser les prix. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette période, donc on arrive par exemple en mars, avril, au fur et à mesure le prix continue de monter et il devient très élevé lorsque on se rapproche encore de la prochaine récolte parce que à ce moment-là, les réserves de la précédente récolte sont presque épuisées ou du moins ce qui était en circulation, ça commence à baisser et la rareté fait que autour du mois de mai, juin, juillet par exemple, on a encore un prix qui devient très élevé, même s'il montait déjà pendant les mois précédents, mais là, il devient vraiment très élevé. Et oui, si les gens se lancent après, c'est parce que à partir d'août, septembre, ils voient le maïs de la nouvelle récolte qui est à un meilleur prix. Et en même temps, ils se disent qu'en élevant à cette période, ils pourront vendre en novembre, décembre, qui est une période charnière pour tout élevage au Cameroun, je dirais même dans beaucoup de pays d'Afrique, parce que c'est le moment où les ventes sont les plus faciles. Et voilà, il veut avoir son poulet de décembre qu'il pourra vendre aisément autour des fêtes de fin d'année. Donc, il se lance. Et c'est bien sûr favorisé par la disponibilité aussi du maïs à un prix meilleur que pendant le reste de l'année. Mais il faut faire attention aussi parce que ce maïs-là, lorsqu'il vient d'arriver sur le marché, généralement, il est humide. Et ça aussi, c'est un piège dans lequel beaucoup d'éleveurs tombent chaque année. On a un maïs qui est humide et qui va dégrader les performances des poulets. Bon, pas que des poulets, des porcs aussi sont aussi affectés par ça. Moi, j'ai eu à voir des porcs chez des clients qui consomment mon concentré et parce qu'ils avaient consommé du maïs humide sans le savoir parfois, parce que ça ne se voit pas toujours à l'œil nu, les performances étaient passées de, si je donne le gain de poids par semaine, des porcs qui gagnaient dans les 6 à 8 kilos par semaine, se sont mis à gagner 2 à 3 kilos. Et dès qu'il a remis du maïs sec, les performances sont remontées au niveau où c'était avant. Donc, il y a aussi ça qui piège beaucoup d'éleveurs. Donc, j'en profite pour dire aussi, attention, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est un point très sensible. Un point très sensible, mais un point très important aussi, parce que tu as provoqué une question encore. Quand tu parles de ce fameux nouveau maïs, je suppose que c'est le maïs local. Tout à fait.
Et l'ancien maïs, c'est celui qui est toujours sur le marché. Oui. C'est le maïs importé. Non, c'est le maïs de la précédente récolte, généralement local, en majorité, mais qui est déjà sec parce qu'il a eu le temps de sécher depuis la dernière récolte. Parce que je me suis dit, si on a un maïs qui est toujours sur le marché et que les producteurs locaux viennent sur le marché avec un maïs pour compléter ce maïs-là, les prix descendent. Ça veut dire, vu que le Cameroun, je veux dire, vu que les producteurs locaux n'ont pas la capacité à produire à toutes les périodes de l'année, tu vois, peut-être ça va jouer sur, c'est ça qui va faire en sorte que les prix explosent. Donc le fait de l'import substitution qui manque, ça fait en sorte que les prix explosent. Peut-être je me trompe. Donc je me suis dit que le nouveau maïs qui arrive à chaque fois est consommé jusqu'à la fin, fait place à l'ancien maïs qui est seul et qui provoque les prix qui augmentent. Est-ce que c'est le cas ou bien c'est différent? Non, c'est différent parce que l'ancien maïs ici, bon, ce que les éleveurs appellent généralement ancien maïs, c'est le maïs de la récolte précédente. Donc, par exemple, ce qu'on va appeler aujourd'hui ancien maïs, ça va être le maïs récolté l'année dernière. Donc, autour de juillet, août, septembre. Et le nouveau maïs, ça va être celui qu'on a récolté tout récemment, il y a peut-être 2 mois, 3 mois, et qui n'est pas encore tout à fait sec. Bon, c'est vrai qu'il commence déjà à sécher par endroits, mais il y a encore des lots qui ne sont pas tout à fait secs. Maintenant, quand le temps va passer, lorsqu'on sera en juin de l'année prochaine et qu'on va s'approcher des nouvelles récoltes, l'ancien maïs, ce sera le maïs qu'on a récolté maintenant, là, il y a 2 mois, en 2024, en septembre 2024. Et le nouveau maïs, ça va être plutôt le maïs qu'on attend pour juillet 2025. Donc, Ok. c'est un peu comme ça, enfin, c'est juste du jargon, pour faire simple. De toutes les façons, c'est un domaine assez complexe et on comprend pourquoi tu n'encourages pas les gens à se lancer dans ce business. J'espère juste qu'il y a assez de producteurs locaux pour pouvoir satisfaire la demande. Parce Tu que... parles du maïs, Non, non, là je parle des poussins. des poussins, ah Voilà, d'accord. oui, je parle des poussins. Donc j'espère vraiment que, comme des leaders comme toi, il y en a plusieurs, pour ne pas qu'on soit obligé d'importer encore du poulet chez nous. Voilà, donc voilà, je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire, à partager la vidéo avec vos proches, surtout vos avis. On vous demande pas du moins moi, je ne vous demande pas de prendre ce que nous on dit ici pour acquis. Vos avis sont toujours les bienvenus. Gisèle, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer réellement les challenges liés à ce business-là. Je crois que c'est ce que j'avais besoin d'entendre pour revenir un peu sur terre parce que je prenais facilement ma calculatrice. Je prenais facilement ma calculatrice pour faire le calcul et voir que ça va bien, ça va très vite rapporter. Bon, je me suis trompé par rapport à l'élevage de porc où c'est un domaine que je maîtrise plutôt très bien et où les rentabilités sont aussi au rendez-vous. Donc, merci beaucoup. Ce n'est pas la dernière vidéo qu'on va faire ensemble. Il y aura une prochaine vidéo. Et voilà, à toi et à ceux qui nous regardent, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.